Bonjour à tous et bienvenue à ce module 3. Gérer mon profil de chercheur ou de chercheuse dans Web of Science. Nous allons donc revenir, grâce à ce module, aux publications et à l'outil initial en fait, Web of Science. Je vous rappelle ici toutes les plateformes qui sont comprises dans cette formation en 5 modules. Au cours de la première, nous avions commencé avec Web of Science, des recherches avancées. Le module 2, nous avions parlé des revues, surtout dans la plateforme Journal Citation Reports. Et pour ce module 3, on revient à Web of Science, mais cette fois-ci pas pour faire une recherche documentaire, plutôt pour voir les profils de chercheurs. Et voici l'agenda que nous allons couvrir aujourd'hui au cours des 2 prochaines heures. J'ai modifié un petit peu l'agenda par rapport à ce qui avait été annoncé. Pourquoi? Parce que, le thème de la gestion des profils est un thème assez compliqué qui mérite d'être, répété et clarifié. De plus, la première fois que je l'avais présenté, c'était en septembre. C'était quelque chose de tout nouveau qui avait été, mis en place au mois d'août, donc c'était très, très récent. Donc j'ai décidé quelques mois plus tard, de reprendre. Il y a un petit chevauchement par rapport à ce qu'on avait fait au mois de septembre. Je pense que ça vaut la peine de répéter certaines choses. Donc nous commençons par comment chercher un profil de chercheur. Alors si vous êtes venu au mois de septembre, ceci devrait être clair. Alors je vais à la page de départ de Web of Science et il y a un onglet spécifique pour faire des recherches de profil de chercheurs, pas des recherches documentaires. C'est complètement différent. Vous avez l'option de chercher par identifiant, si vous connaissez l'identifiant de quelqu'un, ou par nom. En ce qui me concerne, je fais toujours des recherches par nom parce que ça me permet de voir dans quel état est ce profil, s'il y aurait des actualisations à faire. Donc, j'ai choisi ici le profil de Youssef Belmakbout. Je ne suis pas sûre que je le prononce bien. Pourquoi? Parce que dans l'édition, la dernière édition des chercheurs hautement cités, Highly Cited Researchers, pour le Maroc, c'est un des 2 chercheurs qui nous apparaît. Donc, j'ai pensé que c'était un bon exemple aujourd'hui de voir son profil. Donc j'ai écrit son nom de famille ici et le prénom. S'il y a des variantes de nom, je peux également rajouter une ligne avec des variantes. Néanmoins, Web of Science cherche également les variantes. Donc ça va au-delà de exactement ce que j'ai écrit ici. Donc je n'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Et quand je fais cette requête, j'atterris sur une page intermédiaire parce que il y a plus d'un profil. J'ai 2 options. Et parfois, j'ai beaucoup plus que 2 options. Pour des noms qui sont très, très courants, on peut en avoir des dizaines d'options. Et c'est pour ça que nous avons inclus ici, des filtres, du côté gauche, certains qui sont, nouveaux. Le filtre Author Name, n'est pas un filtre pour le profil, il va plutôt filtrer les variantes de noms, les noms tels qu'ils apparaissent tels quels dans les publications, en fait. C'est à ça que correspond ce filtre de nom d'auteur. Il va regarder les variantes de noms dans chacun des profils. Organizations, ce filtre-là va fonctionner également avec l'institution telle qu'elle apparaît dans chacune des publications et pas le nom unifié qu'on pourrait trouver dans Web of Science. Donc là, vraiment, tous ces filtres se réfèrent à euh, l'analyse des données brutes qui proviennent de chacun des papers. Et même chose pour le filtre de pays qui apparaît tout en bas. Quant à Subject Categories, alors là, c'est un filtre que Web of Science rajoute. Ce sont les catégories de Web of Science qu'on a appris dans les modules 2 et B, les modules sur les revues. Comment est-ce qu'on attribue ces catégories à des profils de personnes, puisque c'est des catégories de revues scientifiques, pas des catégories de personnes? En fait, nous regardons
pour ces profils les revues dans lesquelles ces personnes ont publié le plus souvent. Et donc, une fois qu'on a des revues dans lesquelles ils publient le plus souvent, eh bien, on regarde la catégorie qui correspond. Donc, voilà pour les filtres quand on a beaucoup d'options. Dans ce cas-là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. Donc, c'est plus facile. Je ne vais pas avoir besoin d'appliquer des filtres. Et je vois la plus grosse différence entre ces deux profils, celle qui doit vraiment, c'est la première chose qu'il faut regarder, c'est ce petit signal vert. Ce petit signal vert m'indique que pour ce profil-là, c'est un profil qui a été vérifié par le propre auteur, alors que celui-ci est le résultat d'un algorithme, de l'intelligence artificielle. Alors je vais les ouvrir tous les deux et on va continuer à voir la différence. Celui-ci, je l'ouvre. Et de cette manière, on peut passer à la deuxième partie de cette formation. Oups, pardon, ici. Quelle est la différence entre un profil de chercheur et un registre d'auteur non réclamé? C'est ce qu'on va voir maintenant, ce sont deux choses différentes. Alors, le profil de chercheur, il a toujours ce signal vert. Ça veut dire que la propre personne l'a vérifié, a vérifié son contenu. Quelques autres petites différences. Son identifiant apparaît toujours dans la partie haute du résumé, vous le voyez ici, l'identifiant. Vous pouvez d'ailleurs le copier et le coller. Et si je veux un lien stable à ce profil de chercheur, comment est-ce que je vais procéder? Ici, on m'explique, vous devez prendre cette racine, c'est celle que j'ai dans mon URL en haut, jusqu'à la dernière barre et ensuite copier l'identifiant. Je vais le faire pour que vous compreniez bien comment ça marche. Donc là, je vais copier. Voilà. Ça, c'est quelque chose de stable, alors que les chiffres que j'ai ici ne sont pas forcément stables. Donc si je veux partager ce profil avec quelqu'un et être sûr qu'il va toujours atterrir sur cette page, ce que je vais faire, après la dernière barre, je vais copier l'identifiant, entrer, et je vais rester sur la même page avec un lien URL toujours stable, le profil vérifié de cette personne. Et ensuite, la grande différence avec l'autre, voyons voir, pas de signal vert et au contraire ici, un message qui me dit que ce registre d'auteur a été généré par un algorithme, par l'intelligence artificielle, qui en fait analyse tous les documents et propose, organise les documents et propose. Et j'ai l'impression que ces documents, alors il y en a combien ici? Il y en a 34. L'intelligence artificielle me dit j'ai l'impression que ces 34 documents appartiennent au même auteur et donc j'attends de voir si cette personne veut bien les réclamer et les ajouter à son profil. Ils sont là à disposition. Donc la grosse différence, on la voit ici en haut. Et la deuxième, on voit quand même ici un identifiant, mais il est en bas cet identifiant. Et cet identifiant est provisoire. Il faut que chaque profil, qu'il soit vérifié ou pas, ait un identifiant. Donc celui-ci, il est en bas, mais il est provisoire. Si, imaginons, je suis Youssef et je me rends compte que parmi ces 34 documents, il y en a quelques-uns qui sont à moi, que j'ai oublié de rajouter à mon profil, eh bien, je vais avoir la possibilité, je l'expliquerai dans la deuxième partie, de les ajouter à mon profil vérifié où il y a pour l'instant 100 documents. Donc voilà pour les différences qui sont très visuelles entre un profil de chercheur vérifié, en anglais claim, claim ça veut dire réclamer avec le signal vert, et quelque chose qui est uniquement le fruit d'un algorithme et de l'intelligence artificielle avec ce petit message et un identifiant provisoire. Nous arrivons à la troisième partie de cette formation, donc ça c'est ce que nous venons de voir. Je vous laisse tout ça dans mon matériel. La lecture d'un profil. C'est quelque chose que nous avons déjà commencé à faire au mois de septembre, donc je vais aller beaucoup plus rapidement et je vais aller à des endroits aujourd'hui qu'on n'avait pas vu la dernière fois, donc on va faire une lecture un petit peu plus poussée. Alors je reviens à mon profil que j'ai ouvert. Le premier rectangle, c'est un résumé du profil de cette personne.
Cette personne a choisi son nom préféré ici, ce n'est pas l'algorithme, c'est la propre personne qui décide: «Je veux que mon nom soit écrit comme ça dans mon profil». Alors que ici en bas, published name, c'est différent. Là, c'est le nom de cette personne tel qu'il apparaît dans ces différentes publications. Donc, on voit ici des variantes. Et c'est pour ça qu'un profil est nécessaire parce que on va toujours avoir des variantes de nom. Et là, c'est le propre auteur qui vérifie, qui dit son nom préféré. Ensuite, dans la partie haute, toujours, nous voyons ici une affiliation. À nouveau, c'est l'auteur qui écrit son affiliation actuelle. Il peut en avoir plus d'une, mais il ne peut en mettre qu'une seule, la plus importante ici, juste en dessous de son nom. Alors que, ici, Published Organizations, celle-ci, c'est l'algorithme qui les détermine, l'algorithme qui va regarder pour ces 100 papers, ces 100 documents dans ce profil, quelles sont toutes les affiliations de cet auteur. Et donc, elles apparaissent ici. Donc, deux choses différentes. Tous les chercheurs bougent d'une institution à l'autre. C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, on va avoir ici comme un historique, alors qu'ici, c'est l'affiliation actuelle, celle que l'auteur a décidé de mettre juste en dessous de son nom. Subject categories, en fait, je les expliquais juste avant. Donc là, on regarde les catégories qui correspondent aux revues dans lesquelles cet auteur a publié le plus souvent. Nous avons un deuxième identifiant qu'il a eu l'intelligence de rajouter ici. Il a également un profil dans ORCID, donc il a lié les deux profils. Et comme je vous le commentais, c'est quelqu'un qui fait partie de la dernière liste des Highly Cited Researchers. Donc nous avons cette coupe en fait qui apparaît ici comme la coupe des champions. Là par contre, ce n'est pas l'auteur qui la rajoute. Les auteurs ne peuvent absolument pas rajouter ce genre de prix, récompenses qu'ils ont reçus. C'est Web of Science qui les rajoute dès que c'est publié. Donc on rajoute et on contrôle par contre ceci. Donc ça c'est la dernière édition, mais nous voyons que dans les années antérieures, 2021, 2020, 2019, cette personne avait été également dans la liste des Highly Cited Researchers, donc ça apparaît également dans son profil. Et dans ce cas-là, à nouveau, c'est Web of Science qui contrôle cette partie, ce n'est pas le chercheur. Le chercheur ne peut pas s'accrocher des médailles, c'est nous qui les accrochons dans son profil. Ensuite, juste en dessous, nous avons la liste des documents qui font partie de son profil. Donc là, c'est le chercheur aussi qui vérifie cette liste. Juste à côté, nous avons un autre onglet pour la révision par des pairs. C'est également le chercheur qui renseigne. Donc on voit, c'est organisé différemment. Dans ce cas-là, c'est pas document par document, c'est par revue. Donc nous avons ici deux revues scientifiques et nous savons que pour chacune d'entre elles, cet auteur a fait 157 révisions et 3 pour la deuxième. Et cette information a été vérifiée avec chacune de ces revues. Donc elle n'apparaîtra ici qu'une fois qu'elle a été vérifiée. Donc ça, c'est pour un résumé de tout ce qu'on voit dans un profil. Et nous avons également pas mal de choses ici du côté gauche, certaines qu'on a déjà vues, comme le réseau de co-auteurs, donc des liens vers des profils, vérifiés ou pas, des statistiques de position d'auteur. Et maintenant, on va dédier un petit peu de temps à cette information ici qui s'appelle Author Impact Beamplot, quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent et qui vaut le détour. Donc on arrive ici, je passe à la partie suivante. Vous voyez, ça va assez vite pour cette première partie, parce que tout ça, on l'avait en fait déjà vu. Par contre, là, on va y passer un petit peu plus de temps, parce que je ne l'avais pas expliqué en septembre, il faut des connaissances un petit peu plus poussées pour apprendre à le lire. Alors, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français? Beamplot d'impact de l'auteur. Et ça se visualise de cette manière-là. Donc, c'est un graphique qu'on va apprendre à lire qui nous indique l'impact normalisé des publications de cette personne. On les voit par année et on les voit par percentile. Alors, c'est quoi l'impact normalisé? Si vous avez suivi
mes formations, vous avez vu certainement cette diapositive plusieurs fois. Elle est très importante parce qu'en fait, quand on regarde, par exemple, là, on est en train de regarder les documents, les publications d'une personne. Quand on regarde le nombre de citations reçues par chacun de ces documents, c'est très difficile de savoir si ce nombre de citations est élevé ou il est bas sans se mettre dans un contexte déterminé. Et c'est un peu ce que cette image essaye d'expliquer. Quand on voit 20, par exemple, 20, est-ce que c'est un bon chiffre ou est-ce que c'est un mauvais chiffre? Eh bien, tout dépend de l'échelle, tout dépend du contexte. Si on regarde des choses similaires et qu'on voit que celle qui est la plus grande, elle en a 25, 20, on peut dire que c'est un bon chiffre. Mais si en se mettant dans le même contexte, on regarde d'autres documents similaires et on voit qu'il y en a qui ont 1000 citations, eh ben c'est pas forcément bon, un 20. OK? Donc c'est ça ce qu'on appelle la normalisation et la contextualisation, c'est-à-dire attention, il faut toujours comparer des choses qui sont comparables. Des documents dans la même discipline, des documents publiés la même année et des documents de même typologie. Si on compare des choses différentes, ça n'aura pas de sens parce que ce sont des facteurs, ces trois facteurs-là, qui influent énormément sur le comportement de citation. Les articles de synthèse, pardon, review en anglais, sont des types de documents qui accumulent plus de citations que des articles, par exemple. Donc ça influe énormément sur le nombre de citations. L'année de publication, bien entendu. Un article qui a été publié il y a 10 ans, eh bien, il aura eu beaucoup de temps pour accumuler des citations. Quelque chose qui a été publié il y a 6 mois aura eu très très peu de temps pour recueillir des citations. Est-ce qu'on peut comparer? Pas du tout. On ne peut pas comparer ce genre d'informations. Et également la discipline. D'une discipline à l'autre, le comportement citationnel va varier, donc il faut toujours regarder dans la même discipline et le BIMplot nous aide à comparer des documents similaires et donc à savoir où est-ce que nous nous situons dans cette échelle de 0 à 100 dans ce cas-là. Alors, on va l'ouvrir et on va le lire. Donc ça, je laisse les diapositives et je reviens à mon profil. Le BIMplot, ça, c'est un résumé, mais en fait, pour le voir, il faut ouvrir le dashboard, le tableau de bord. Et quand j'ouvre le dashboard, je vois plein d'autres choses. Et on va commencer par ceci. BIMplot d'impact de l'auteur. D'ailleurs, il est disponible pour les 10 dernières années ou bien pour toute la carrière de l'auteur, depuis ses premières publications dans Web of Science. On va se concentrer sur les 10 dernières années, c'est suffisant pour aujourd'hui. Et il y a également des filtres qui sont tout nouveaux, qui me permettent de filtrer, par exemple, est-ce que je veux uniquement analyser les articles et les articles où cet auteur est l'auteur de correspondance, par exemple. Donc, vous voyez, ça s'actualise. Tout d'un coup, il y en a beaucoup moins. Ou alors, je reviens à ma visualisation antérieure. L'auteur est à n'importe quel premier, dernier auteur correspondant et je vais voir non seulement les articles, mais ces articles de synthèse. Donc voilà, il y a également des filtres. Aujourd'hui, je vais tout regarder. Alors, essayons de lire cette visualisation. Regardez les deux axes. Celui de la gauche, par année, nous avons une ligne par année. Et dans chacune de ces lignes, il y a des petits points. Donc là, nous voyons que l'auteur a une publication en 2021 et il en a 3 en 2020 et chaque petit point est une publication. OK? Donc c'est facile. Les petits points, c'est des publications organisées par année. Ce que nous excluons du BIMplot, ce sont toujours les 2 années les plus récentes. Donc dans ce cas-là, c'est 2022 et 2023. Pourquoi est-ce que nous les excluons du BIMplot? Parce que ce sont des années beaucoup trop récentes pour commencer à faire une étude bibliographique. Il faut attendre minimum 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on préfère les exclure et se concentrer sur des choses qui ont déjà 2 ans ou plus. Voyons ensuite l'axe des abscisses tout en bas. De 0 à 100, c'est le percentile. Plus
on est vers 100 et mieux c'est. Et le percentile, en fait, c'est cette normalisation que je vous commentais. Donc le calcul est assez compliqué, c'est pas la peine d'essayer de le reproduire. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment le lire. Euh, alors, les petits points, vous voyez qu'ils sont à différents endroits avec des percentiles différents. À chaque fois, si je mets ma souris, ça va me lire le percentile, etc. Ils sont très élevés, très près de 100, donc c'est pour ça que cet auteur est un auteur considéré comme hautement cité. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer, comment est calculé ce percentile? Ce que nous faisons, c'est, alors on va en prendre celui-ci qui est très simple, ce paper de 2021, voilà. Nous avons comparé ce document de 2021 à des documents similaires, c'est-à-dire des documents publiés dans la même discipline, la même catégorie de Web of Science, publiés la même année, et des documents de même type. Si c'est un article avec d'autres articles, si c'est un article de synthèse avec d'autres articles de synthèse. Et en les comparant avec des documents similaires, ces citations, en comparant ces citations avec des documents similaires, nous pouvons savoir si ce document est dans la moyenne ou il a eu reçu plus de citations de la moyenne ou beaucoup plus de citations que la moyenne. Dans ce cas-là, il a un percentile de 63, donc il a un percentile légèrement supérieur à la moyenne de ces documents similaires. Prenons un autre exemple. Ici, ce document publié en 2020, si nous le comparons à des documents similaires, il a un percentile de 94. C'est excellent, 94. On est très très près de 100. Donc voilà comment on lit ce BIMplot et on voit dans celui-ci qu'il y a énormément de documents très proches de 100%. Et donc, ça explique la distinction reçue par cet auteur. Et ça, on le fait document par document. Donc, ce sont les points violets. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit également dans cette visualisation? On voit des cercles verts. Le cercle vert, c'est la médiane de chacune de ces lignes. Donc, quand on n'a qu'un document, c'est facile. La médiane, c'est le seul qu'il y a. Et quand on en a plus de points, la médiane, c'est différent de la moyenne. C'est un calcul mathématique qui m'indique, alors là, par exemple, on a 7 documents, si je ne me trompe pas, et la médiane, elle est ici. Elle est ici parce qu'en fait, il y a 3 documents avec un percentile inférieur et 3 documents avec un percentile supérieur. C'est ce que ça signifie la médiane mathématique. Ici, on en a 8 des documents. Donc la médiane, elle est ici. Il y a 4 petits points du côté gauche avec des percentiles inférieurs et 4 points du côté droit avec des percentiles supérieurs. Donc on a une médiane pour chacune des lignes. Et on a une ligne grise qui est la médiane générale de tout ce profil, qui est très élevée. Alors si je mets ma souris, c'est 94%. Donc voilà pour la lecture de ce BIMplot qui est vraiment très très intéressante parce qu'elle me donne beaucoup plus d'informations que par exemple un indice H qui est une mesure qui peut être injuste pour des jeunes chercheurs puisqu'ils vont être limités par leur peu de nombre de publications. S'ils ont reçu beaucoup de citations, l'indice H va être en leur défaveur. Donc c'est un indice que nous indiquons ici mais que nous n'aimons pas vraiment parce il y a des biais en fait, il est biaisé cet indicateur. Il va toujours privilégier les gens qui ont beaucoup de publications, alors que le BIMplot met tous les chercheurs, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient expérimentés, euh, dans la même situation. Et donc, si nous avons un jeune chercheur qui est hautement cité avec très peu de publications, nous allons le voir tout de suite dans son BIMplot et pas dans son indice H. Donc, le BIMplot est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose que nous avons créé il y a 2 ou 3 ans dans Web of Science et qui a énormément de succès. Donc voici pour l'explication. Elle est également disponible juste en dessous et vous avez également un lien ici pour relire l'explication si vous en avez besoin. Ce que je voulais également ajouter par rapport à ce BIMplot, c'est qu'il est dynamique. Il est remis à jour chaque mois
parce que ces informations, les médians, les percentiles, proviennent de Insights. Insights, cette plateforme analytique à laquelle vous avez accès. Je vais vous montrer le lien, mais ce sera l'objet du dernier module, juste pour que vous sachiez comment ça s'écrit. Insights Benchmarking and Analytics, vraiment la plateforme analytique dont l'information provient de Insights. Insights est actualisé tous les mois et donc ce BIMplot va constamment évoluer puisque les citations continuent à arriver pour tous les documents. Les citations continuent à arriver pour les publications de cet auteur, mais également pour les autres auteurs. Donc on va pouvoir voir des variations au cours des prochains mois et ça va se mettre à jour automatiquement chaque mois avec la mise à jour de Insights. Autre chose que nous avons caché dans le tableau de bord et qui est juste en dessous, c'est cette carte géographique que je dois télécharger pour chaque auteur, donc ça prend quelques secondes. Plus cet auteur a reçu de citation, plus ça va prendre de temps, mais en général quelques secondes c'est suffisant. Et à partir de là, je vais pouvoir voir si j'analyse les documents citants, d'où proviennent ces citations. C'est très joli à voir, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment la portée du travail de cette personne et on voit des documents citants qui proviennent de quasiment tout le globe avec des petites gouttes rouges et des ronds verts. En fait, des ronds verts, c'est quand il y a plus de 1, mais si au fur et à mesure je fais un zoom, par exemple, on va faire un zoom euh, aux États-Unis. Donc, je vais pouvoir faire un zoom. Au fur et à mesure que je fais un zoom, on va rester sur la côte Est. Les petits points bleus vont se séparer en gouttes. Et à partir de là, je peux cliquer et je vois l'institution et le document citant. Alors que là, j'en ai 9. Et voilà, en faisant le zoom, donc là, il y a plusieurs institutions tout autour de Boston. Donc ça, c'est très intéressant à voir. Euh, ce, cette carte géographique, euh, euh, ce n'est pas la peine de compter les gouttes ici, puisque tout ça, on l'a dans le rapport citationnel qui est juste en haut. D'ailleurs, un même document, dans cette carte géographique, un même document peut apparaître à différents endroits si il a des co-auteurs qui sont affiliés à différentes institutions dans le même pays ou dans le monde. Donc on ne va pas les compter ici. Si on veut savoir le total de citations reçues par cet auteur, ce n'est pas dans la carte géographique qu'on va aller les voir, c'est plutôt tout en haut dans, alors je vais refermer ceci, nous avons cette information ici dans les métriques de cet auteur. Alors, je vous rappelle, ces métriques, ce sont toujours les métriques des documents publiés dans la collection principale. Bien que l'auteur ait 4 documents qui ne fassent pas partie de la collection principale, ces métriques ne vont prendre en compte que les 96 qui font partie de la collection principale. Donc, si je veux les voir dans une page séparée, je peux cliquer sur ce lien. Et si je veux avoir une vision générale de ces 96 documents, je peux utiliser par exemple les filtres qu'on a sur ce côté. Par exemple, on voit les citation topics dans lesquels il a publié le plus souvent, les co-auteurs les plus fréquents pour ces papers. Et là, si je clique sur les noms, qu'est-ce que je vais voir? Bah, d'abord son profil et ensuite le profil de ses co-auteurs. Donc c'est très intéressant aussi. Donc c'est un peu c'est ce qu'on voit aussi dans son profil. Et puis les années de publication, donc comme ça on voit combien il a publié chaque année, typologie des documents, etc. et catégorie. Et on peut même analyser ces documents si on le désire. Par exemple, on va analyser ici et je vais montrer deux choses différentes. La première, c'est affiliation. Nous allons voir les affiliations des co-auteurs de cette personne. Donc c'est intéressant parce que comme ça on voit des collaborations.
Donc l'analyse, c'est quelque chose qu'on a appris à utiliser et on peut la faire pour n'importe quel groupe de documents. Donc aujourd'hui, on refait une analyse, mais cette fois-ci, on analyse les publications d'un auteur. Donc c'est intéressant là de visualiser les collaborations de cette personne et donc les affiliations de ses co-auteurs. Si je vais à auteur, alors là, il faut faire attention parce que ici, ce ne sont pas des liens vers des profils. Ici, c'est des variantes de noms. Donc, on peut avoir la même personne qui va apparaître dans différentes lignes avec différentes variantes de son nom. Donc, attention aux chiffres, en fait, que nous allons voir. Donc, c'est différent de ce qu'on voit dans la liste. Là, c'est les noms d'auteurs et pas les noms des profils. Donc, c'est un petit peu différent. Et le troisième qu'on va voir, si on veut savoir les financements que cette personne a reçus les plus souvent pour développer ses projets de recherche, on voit également ici, cette information provient des documents originaux et en général des remerciements. Donc c'est intéressant également de voir le type de financement reçu et ça peut être de n'importe quel pays puisque ça peut être également de co-auteurs. Donc les collaborations, ça sert à ça, à accumuler les financements de différents côtés. Donc voilà pour ces publications. Je reviens en arrière à son profil. Alors, et sinon ce que je vais faire, ah ça y est, je l'ai, voilà. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec les documents citants. C'est ça qui est intéressant. C'est que on peut voir également le rapport citationnel. Donc ici, en cliquant sur euh, ce bouton-là, on a le rapport citationnel, l'analyse des citations reçues par cette personne. Les barres, ce sont les publications. La ligne, ce sont les citations. On peut télécharger cette image si on le désire. Cette personne peut faire une analyse très poussée de ces citations si elle le désire. Toutes ces publications sont ici, celles de la collection principale, et on voit les citations reçues chaque année pour chaque document. Et ces tableaux-là, on peut le télécharger dans Excel et on peut même enlever un des documents si on veut l'extraire du rapport. Tout ce tableau-là, on peut le télécharger pour l'analyser. Où est-ce qu'on télécharge ici? Export Full Report. Ça, c'est pour le Excel du tableau. Et Download, c'est pour la visualisation. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas le rapport citationnel, ce sont ces liens ici. Ces liens aux articles citants pour savoir d'où proviennent les citations euh, aux travaux de cette personne. Alors là, on a 8000 citations au total. Si on enlève les autocitations avec le même auteur, on est à 1964. Et donc, c'est ce qui m'intéresse. D'autres papers qui n'incluent pas ces 96, où il n'est pas l'auteur, c'est normal de s'autociter, il y a une progression dans, dans le travail de chacun des chercheurs. C'est l'abus de citation qui est mauvais, comme l'abus de nourriture, mais sinon c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les documents citants où il n'est pas l'auteur. Et donc ce que je vais faire, c'est que je peux les ouvrir ici, ces documents citants. Et je peux également les analyser, puisqu'il y en a beaucoup là, quasiment 8000. Je ne vais pas les regarder un par un. Donc je vais directement aller à l'analyse pour savoir d'où proviennent ces citations. Ça devrait correspondre avec la carte géographique qu'on a vue. Alors, on va choisir comment on organise ces résultats. Ben, à nouveau par affiliation, bien entendu. Ah, ben, c'est intéressant. Chine, États-Unis, Arabie Saoudite. Je suppose que c'est la Chine ici aussi. CNRS en France, Chine et États-Unis. Donc, je pense pas, peut-être il y a une collaboration avec l'Arabie Saoudite, mais pas forcément avec les autres pays. Donc, c'est intéressant de voir tout ça. D'où proviennent les citations? Je vais en mettre jusqu'à 25. On va aller un petit peu plus loin. Le maximum pour la visualisation, c'est 25. Et on voit un petit peu de tout. Donc ça, c'est la visualisation. Je vous rappelle que en bas, on a la liste complète. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les premiers. Et bien, puisqu'on voit ces affiliations, essayons de voir par pays et avec des chiffres, parce que c'est possible aussi. Countries. Et ben voilà.
Le plus grand nombre de citations provient de la République populaire de Chine. Ensuite, des États-Unis, de l'Inde, de la Corée du Sud, de l'Arabie Saoudite, etc., etc. C'est comme ça qu'on lit par colonne. Et à nouveau, on voit la portée du travail de cette personne. Voyons les revues, d'où elles proviennent. Alors, Publication Title, c'est le nom des revues scientifiques. Et là, je pense que pour la propre personne, ça peut être intéressant de voir d'où proviennent ces citations en termes de revues. Peut-être que ce sont les mêmes où il publie, ou peut-être pas. Et ça peut lui donner des idées pour publier éventuellement dans d'autres journaux en anglais, journals, revues scientifiques en français. Donc ça aussi, ça peut être des choses intéressantes à voir. Donc voilà pour ce qui est, alors je reviens en arrière, le profil de l'auteur et je continue à revenir en arrière jusqu'à son profil, alors les documents citants, etc. Et son profil, voilà. Pour la lecture, donc on a, je pense maintenant, bien fait le tour du profil d'un chercheur et ce qui nous restait à voir, c'était ce qui était caché derrière ici. Je vous remets ici, c'est le tableau de bord. Derrière le tableau de bord, on a un résumé du rapport citationnel qu'on vient de voir. On a le bimplot d'impact de l'auteur qu'on a appris à lire. On a la carte géographique avec les citations. À chaque fois, il faut la retélécharger. Et on a des métriques pour les révisions par les pairs également. Et ça, je pense que nous l'avions déjà vu. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, maintenant qu'on a bien appris à lire le profil d'un auteur, j'aimerais vous apprendre à profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, je vais avancer un petit peu dans ma présentation. Donc, dans ma présentation, je vous laisse également du matériel pour que vous puissiez relire à nouveau à tête reposée, surtout le Bimplot d'impact d'auteur, qui est quelque chose de nouveau pour beaucoup de personnes. Donc, ça vaut la peine d'être lu. Et j'aimerais maintenant l'analyse. Alors, l'analyse, on l'a faite également. Voilà. J'aimerais maintenant qu'on apprenne ensemble à identifier les experts dans une discipline. Donc, on va recouper une recherche, une requête thématique et on va voir comment, grâce à ces profils, on peut facilement identifier des experts. Alors, le point de départ, alors on change complètement. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à la page initiale. Voilà. Dans les premiers modules de cette formation, nous avons fait des recherches documentaires, des recherches bibliographiques. Je vais en rouvrir une que j'avais enregistrée sous forme de requête. C'est l'hydrogène vert qu'on a choisi comme thématique ces dernières semaines. Alors, j'avais créé une requête, je vais la re-exécuter, où j'avais pris hydrogène vert, un mot proche de l'autre. Donc, l'hydrogène produit avec des sources renouvelables. C'est ce que ça veut dire, l'hydrogène vert. Je me suis un petit peu informée avant quand même. Je ne vais pas compliquer plus la requête. Je vais vous laisser à vous, les experts dans votre propre discipline, faire des très belles requêtes. Je voulais juste attirer votre attention sur quelque chose de nouveau quand on a maintenant les résultats d'une requête et quand on a fait une belle requête et qu'on a des résultats qui sont vraiment pertinents, ça vaut la peine d'aller du côté gauche, profiter de ce nouveau filtre qu'on a ici. Avant, ce filtre était un filtre avec les noms des auteurs. OK? Et on connaît le problème des noms des auteurs avec différentes variantes. Chacun d'entre nous, quand nous avons publié avec des petites variantes de notre nom ou de notre prénom, ce qui rend la découverte de notre production scientifique très difficile. D'où l'importance
d'un identificateur unique et d'un profil unique. Donc avant, les profils de chercheurs, nous avions ceci, nous avions des noms et nous avions des doublons de noms, des triplés de noms, parce qu'il y avait toutes ces variantes. Ce qui a changé, et c'est activé automatiquement maintenant, et vous avez la possibilité d'en profiter, c'est que nous avons maintenant privilégié de mettre à votre disposition les profils des auteurs euh, plus que les noms. Donc, mais ces profils peuvent être des profils vérifiés par la propre personne ou bien des profils algorithmiques. Voyons voir, si je clique sur See All, je vais avoir un maximum de 200 noms ici. J'ai même ici un chercheur qui va uniquement chercher dans les 200 premiers. Il y en aura certainement plus, mais on ne peut pas en mettre plus de 200. Et le chiffre que j'ai à côté de chacun des noms, qu'est-ce qu'il m'indique ce chiffre? Ce chiffre ne veut pas dire que cette personne a 14 documents dans son profil. Pas du tout, c'est pas ce que ça veut dire. Ce chiffre veut dire que dans son profil, cette personne a 14 documents qui sont dans cette liste. OK? Donc, il peut en avoir plus dans son profil, mais dans cette liste de 2800 documents, il y en a 14 qui sont dans le profil de cette personne. Je vais cliquer sur son nom. Quand je clique sur le nom, ici, j'arrive sur un résumé de profil. Et j'ai de la chance, c'est un résumé avec le petit signal vert, c'est-à-dire qu'il a été vérifié par la propre personne qui fait partie de cette université. Je ne suis pas sûre où elle se trouve, peut-être en Corée, j'avoue que je ne connais pas. Et si je veux voir le profil de cette personne, je clique sur View Author Profile. Là, c'est un résumé. Pour voir le deuxième dans cette liste, je peux cliquer sur la flèche ici. Et j'atterris à nouveau de la chance sur un profil vérifié. C'est pas toujours le cas. Avec le petit signal vert, Université d'Ontario. On voit les 5 documents, les 5 publications les plus récentes. On pourrait voir les 5 publications les plus citées également dans cet onglet. Alors on va attendre que ça charge. Et on peut ouvrir son profil, on a le lien, et ainsi de suite. Alors voyons pour le troisième. Ah, pour le troisième, Corée du Sud. Donc maintenant, ça y est, je sais où c'est. Corée du Sud, mais c'est un profil algorithmique. Donc je reviens en arrière. Voilà. Et donc c'est là où je voulais vraiment attirer votre attention. Vous avez de cette manière-là la possibilité de voir quels sont les auteurs les plus prolifiques dans cette matière et d'accéder directement à leur profil. Par exemple, je vais ouvrir celui-là, View Author Profile, et on va pouvoir le lire. Donc, on voit que cette personne a également fait partie de plusieurs institutions, à l'heure actuelle université de Ontario, et travaille effectivement sur les différentes sources d'énergie, d'après ce que je peux voir ici. Waouh, 1600 documents, c'est énorme. C'est énorme et ouais, ok, d'accord. Énormément de publications. Donc voilà, n'oubliez pas, quand vous faites une recherche thématique, vous pouvez faire des analyses, vous pouvez faire des rapports citationnels, que vous avez un filtre ici qui vous permet d'identifier très facilement des experts en la matière. Donc voilà pour les différents exercices que je voulais faire en relation avec l'utilisation, la lecture des profils de chercheurs. Et maintenant, dans la deuxième partie de cette séance, nous allons voir comment vous pouvez créer vos profils, comment vous pouvez les mettre à jour et les différentes actions que vous avez dans votre propre profil. Donc, alors ça, c'est ce qu'on vient de voir. C'est la deuxième partie de cette formation. Alors, après toutes ces informations bien intéressantes,
Je suppose que ce qui vous intéresse maintenant, c'est de savoir comment est-ce que je peux créer mon profil, comment est-ce que je peux le mettre à jour avec toutes mes publications et ainsi avoir bien tous ces indicateurs visibles par tous les autres chercheurs. Alors, voyons pour la création. C'est quelque chose que je ne peux pas montrer en direct puisque j'ai déjà mon profil. Ce qu'il faut regarder, c'est du côté gauche. Alors, la première chose à faire, c'est bien entendu, je reviens à la page de départ. Pour pouvoir avoir un profil, vous avez besoin d'avoir un compte. C'est quelque chose que nous avons expliqué dans les séances précédentes. Il faut être identifié et avoir un compte Web of Science ici avec votre nom et votre email. Une fois que vous avez un compte Web of Science, c'est-à-dire que vous pouvez également garder vos requêtes, vous pouvez également garder vos listes, donc des choses qu'on a vues qui sont des connaissances de base de Web of Science. Une fois que vous avez un compte, vous avez également ici la possibilité d'avoir un profil. Dans mon cas, je l'ai déjà. Dans votre cas, si vous ne l'avez pas encore créé, à côté de profil, vous allez voir le bouton Create. Et c'est par là que je vous recommande de commencer. Donc c'est ce que je vous montre ici dans ma diapositive. Après avoir fait le sign in et être identifié, vous allez avoir profil qui va apparaître et un bouton Create. Vous suivez pas à pas les indications. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va vous expliquer en quoi ça consiste de créer un profil. Et si vous cliquez sur ce bouton, ce profil va être créé avec également un identifiant qu'on appelle Web of Science Researcher ID, un identifiant unique et définitif. Et à partir de là, le pas suivant serait de commencer à ajouter des documents, des publications dans votre profil. D'ailleurs, automatiquement, une fois que vous avez créé, le Web of Science va vous proposer une liste de documents. C'est l'intelligence artificielle, à nouveau, l'algorithme qui va analyser votre nom, votre email et va vous suggérer des documents. Donc, vous avez la possibilité de le faire tout de suite ou vous avez la possibilité de le faire plus tard. Moi, personnellement, je préfère le faire plus tard parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Donc là, le premier pas, Create, créez votre profil et ensuite, soit vous commencez à voir ce que vous propose l'algorithme, soit vous attendez un petit peu et vous allez d'abord éditer votre profil. C'est ce que je recommande. C'est pas une obligation. Alors pour l'édition, je peux vous montrer où ça se trouve puisque j'ai mon profil. Alors, l'édition, il y a différentes manières d'atterrir à l'édition du profil, ici du côté gauche, juste en dessous, ou bien si vous l'ouvrez, puisqu'il va apparaître également dans la page View My Researcher Profile. Alors je vais attendre, je ne peux pas me l'ouvrir aujourd'hui. Voilà, ça y est. Quand vous êtes dans votre profil, vous avez également Edit qui apparaît avec un petit crayon à droite du premier segment. Donc si je clique sur Edit, j'obtiens d'un côté ou de l'autre, j'atterris sur cette fenêtre émergente qui a plusieurs onglets. Le premier onglet, éditer mon nom préféré. Donc c'est là où en fait moi, je vais décider quel est le nom que je veux voir apparaître dans mon profil. Et il peut être différent du nom de certaines publications. Par exemple, euh, dans certains pays, une fois qu'une femme est mariée, elle change de nom de famille et donc elle préfère utiliser euh, son nouveau nom de famille. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'elle va perdre toute sa production scientifique. Et puis, il peut y avoir des erreurs d'orthographe et autres. Donc là, vraiment, c'est la propre personne qui décide quel est le nom qu'elle veut voir apparaître dans son profil. First name, c'est le prénom. Et last name, c'est le nom de famille. Middle name, c'est plutôt pour les Américains avec des initiales et autres. Vous pouvez également ici mettre une photo à votre profil. Donc vous allez la chercher sur votre ordinateur. Moi, c'est quelque chose que je recommande. Je trouve que c'est bien mieux avec une photo. Et après, vous pouvez décider si vous voulez
que vos variantes de noms apparaissent. Dans mon cas, j'ai décidé oui qu'elles apparaîtraient parce que comme vous pouvez le voir, j'ai publié avec mes deux noms de famille. Donc c'est bien différent du nom que j'utilise maintenant pour les formations. Ça me semble une information importante. Et alors j'ai un petit problème avec la fenêtre aujourd'hui, donc je vais être obligée de la mettre en plus petit. Il y a des choses que j'arrive pas à vous montrer. Ou alors ce que je vais faire, parce que c'est vraiment trop petit, je crois qu'on a une actualisation qui est en train d'avoir lieu. Juste en dessous, ce qu'on peut écrire et ce que je vous recommande, c'est d'écrire votre affiliation à l'heure actuelle. C'est ce qu'on appelle Primary Organization. Euh, des personnes ont une double affiliation. Malheureusement, ils ne peuvent qu'en mettre une. Donc, il faut choisir la plus importante et on va mettre l'actuelle de manière à ce que, par exemple, quand quelqu'un décide de faire une recherche par affiliation, eh bien, notre profil apparaisse. Et ensuite, juste en dessous, nous avons la possibilité d'avoir l'historique de nos affiliations apparaître ou pas. En ce qui me concerne, je l'ai également sélectionné. Ça ne va pas plus loin que 2018 en fait. Avant 2018, ce n'est pas possible. Donc c'est de 2018 jusqu'à nos jours en fait. Et après, je garde mes changements. Je vais continuer avec les slides parce que j'ai un problème avec la fenêtre aujourd'hui. Le deuxième onglet, ça a à voir avec vos préférences de révision par des pairs. Donc là, j'avoue que c'est pas ma spécialité. Néanmoins, ça me semble assez bien expliqué. Moi, il y a quelque chose que j'ai fait, par exemple ici, pour ma disponibilité pour des révisions par des pairs. J'ai dit que j'étais pas disponible puisque je ne me consacre pas à ça du tout. Et comme ça, je m'assure que aucune revue ne va me demander de faire une révision par les pairs. Et vous pouvez faire l'inverse, dire je suis disponible et j'aimerais bien être contacté. Et sachez que les revues scientifiques sont à la recherche constamment de personnes pour faire ces révisions. Donc elles utilisent Web of Science comme une source de données. Donc si vous êtes disponible, vous le marquez, il se peut que vous soyez contacté. Euh, et le troisième onglet, eh bien, c'est quelque chose qui peut vous aider pour mettre à jour votre profil. C'est la possibilité de synchroniser avec un profil ORCID. Si vous en avez un et s'il est à jour, vous avez la possibilité de, premièrement, lier les deux profils, les connecter l'un à l'autre, et une fois qu'ils sont connectés, vous avez la possibilité d'avoir une actualisation automatique dans un sens ou dans l'autre. Donc là, il faut donner certaines permissions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans un sens ou dans l'autre? Imaginons que j'ai un profil ORCID et j'ai un profil Web of Science. Je ne vais pas mettre à jour les deux à chaque fois, c'est beaucoup de travail. Donc en fait, je peux choisir de mettre à jour mon profil ORCID et de le synchroniser avec mon profil Web of Science. Donc l'information ira de l'ORCID à Web of Science et le jour suivant, ça sera dans Web of Science. Ou bien, je donne la préférence à Web of Science, donc je vais mettre à jour mon profil Web of Science et j'autorise cette synchronisation et donc le jour suivant dans ORCID, tout ce que j'aurai mis à jour dans Web of Science apparaîtra également dans l'ORCID. Donc ça peut vous permettre de gagner du temps cette synchronisation et c'est dans cet onglet que vous allez premièrement faire la connexion entre les deux profils et ensuite choisir quel type de synchronisation vous voulez et il faut également donner ici les autorisations pertinentes pour que aussi bien ORCID que Web of Science puissent communiquer dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'édition du profil qui, alors je vous remontre où est-ce que ça paraît. Donc là, je vais devoir, alors voilà, vous avez la possibilité de l'ouvrir soit dans le Profit Edit, soit ici sur la gauche, alors soit en cliquant dans Edit, ici, ou bien ici, Edit. Donc, et vous atterrissez sur ces trois onglets. Donc ça, c'est pour l'édition de cette partie-là, uniquement la partie haute. Vous voyez, j'ai mon nom préféré ici, celui que j'ai choisi, qui est différent de mon nom quand je publiais, très souvent avec mes deux noms de famille. Donc j'ai choisi ici, j'ai fait un choix. L'affiliation actuelle, je travaille pour l'entreprise Clarivate, l'entreprise de Web of Science, mais quand je cherchais, la plupart du temps, j'étais dans un laboratoire du CNRS. Donc, et j'ai également fait une synchronisation
avec mon profil ORCID. Donc voilà ce que j'appelle la configuration, l'édition de votre profil. Maintenant, on passe à la deuxième partie, celle-ci, les documents. On veut que nos publications apparaissent dans notre profil et pour cela, il y a différentes manières de procéder. Toujours est-il que pour quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, il va toujours falloir que vous soyez identifié ici. Vous n'allez pas pouvoir mettre à jour votre profil, rajouter quoi que ce soit, sans être identifié ici et donc sans voir dans la page initiale quel est le profil qui est relié à votre compte. Ça, c'est primordial. Vous devez toujours avoir fait le sign-in et vérifier, oui, c'est mon profil, c'est avec celui-là que je vais travailler. Donc, tout ce que je vais faire maintenant va être ajouté à ce profil. Alors, voyons les différentes options. Il y en a trois chemins différents. Alors, ça, c'est pour l'édition, on vient de le voir. Mettre à jour mon profil. Première option, toujours du côté gauche, Add Publications. Voyons comment ça marche. My Records, Add Publications. Et en fait, là, on atterrit dans la page que nous propose Web of Science juste après qu'on ait créé notre profil. Et je vous disais, oui, vous pouvez regarder tout de suite ou vous pouvez attendre un petit peu. Donc, en fait, on revient ici à ce que nous propose Web of Science juste après la création de notre profil. Alors, vous voyez ici qu'il y a 4 options. On va commencer par celle qui apparaît tout en haut. Ici, c'est l'algorithme, l'intelligence artificielle qui nous propose des publications. L'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, il analyse notre nom, notre affiliation dans notre profil, les disciplines, etc. Et il nous propose, il dit, bah voilà, j'ai l'impression qu'il y en a 2 ici qui sont à toi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'essaye de te simplifier la tâche. Donc, je regarde. Et ben, en fait, je me rends compte qu'elles ne sont pas à moi, c'est exactement le même nom, mais c'est quelqu'un, un homonyme, qui publie dans la cardiologie et qui est actif à l'heure actuelle. Donc, ben, je sais que c'est pas à moi, donc je ne vais pas le réclamer. Je me dis, ben, merci pour la proposition, mais malheureusement, dans ce cas-là, c'est pas à moi. Ça pourrait être à vous, hein. Moi, dans mon cas, ça marche pas puisque j'ai déjà mis à jour mon profil, mais c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Donc, je vais revenir en arrière. Non, merci. C'est gentil de m'avoir proposé ces 2 publications. Euh, Voyons celle du bas. Synchronisation avec ORCID. Ben, je viens de vous l'expliquer en fait. Donc vous avez la possibilité également, si vous avez déjà un profil ORCID à jour, ben, profitez-en. Et comme je vous l'ai montré juste avant, faites cette connexion entre les 2 profils et autorisez la synchronisation si c'est de cette manière que vous voulez procéder. Passons à celle-ci. Ajouter des publications avec un identifiant. Alors, indispensable que ce soit un identifiant. On en propose 3 ici, le DOI, le Web of Science Accession Number, on en propose même 4, PubMed ID ou Archive ID. Pourquoi est-ce que c'est indispensable d'avoir un identifiant? Parce que sinon, il est très probable que l'importation ne se fasse pas complètement. Avec un titre, c'est compliqué. On vous donne l'option, mais c'est vraiment en dernier recours, le titre. Ça marchera beaucoup mieux avec un identifiant. Donc quasiment toutes les publications ont un DOI. Ici, c'est quelque chose qui fait partie de Web of Science. Ça aura un identifiant Web of Science. Je vais vous montrer juste après d'où ça provient, le accession number. Donc vous avez la possibilité de le faire de cette manière-là, document par document. Mais il y a plein d'autres manières. Attendez, ne le faites pas tout de suite. Donc là, je suis en train de voir juste le premier pan des méthodes. Donc voilà, identifiant par identifiant, et vous pouvez les ajouter comme ça. Et en dernier recours, vraiment le dernier des derniers recours, il y a la possibilité de télécharger un fichier. Vous avez 3 formats ici. Franchement, je vous dis en dernier recours, et faites attention que dans ce fichier, il y ait une colonne avec un identifiant. Si nous n'avons pas d'identifiant,
nous allons avoir énormément de mal à relier chaque document à son registre dans Web of Science et à l'intégrer correctement dans votre profil. C'est pour ça qu'ici, je vous encourage toujours à vérifier qu'il y a un identifiant. Donc ça, c'est vraiment le dernier recours. Je dirais que le premier est une bonne proposition, on peut en profiter. Et synchroniser avec Orchid est également une très très bonne idée. Ces deux-là sont des moins bonnes idées. On va maintenant passer à la deuxième partie des options, parce qu'il y a d'autres manières de faire. Donc il y en a pas mal. Donc là, c'est les options qui se proposent depuis Publications Addition. Donc ça, c'est, on va dire, toutes celles-là, les quatre, c'est l'option 1. Dans mon matériel, puisque c'est pas simple tout ça, je vous laisse également dans mon matériel. Ici, il y a un lien qui vous explique également les différentes manières d'additionner des documents à votre profil et de les enlever si vous avez commis une erreur, parce que c'est possible aussi, on peut se tromper. On est humain, donc c'est un article qui vous explique toutes ces méthodes-là. Donc ça, c'est pour l'option 1. La deuxième option, c'est celle que je recommande vivement. Je l'ai marqué ici, recommander. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc pour ça, je vais avoir besoin de revenir en arrière à la requête que j'avais fait avec les deux profils de Youssef. Pourquoi est-ce que je fais toujours une requête par nom et pas par identifiant? Parce que je veux voir tout ce qui apparaît. Et là, si je suis Youssef, je vais faire cette requête par nom. Ça va me permettre de voir que au-delà de mon profil vérifié, avec 96 documents, il y a ici 34 documents qui probablement sont également à moi, qui apparaissent dans un autre profil. Et c'est pour ça que je le fais toujours par nom, cette requête. Ça me permet de voir si, en fait, il y a quelque chose qui manque, si j'ai oublié quelque chose. Et là, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Peut-être que Youssef a oublié quelques documents à partir de 2006. On va ouvrir celui-là à nouveau. Je vais le rouvrir. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a aussi oublié des documents jusqu'à 2022. Donc, je rouvre ce profil. Dans ce profil-là, algorithmique, il y a 34 documents que j'encourage Youssef à regarder pour voir s'il y en a quelques-uns qui sont à lui. En fait, comment il travaille l'algorithme? Je reviens ici, l'algorithme analyse le nom, analyse les disciplines, analyse les revues, analyse les affiliations et propose. Et quand on a des nouvelles publications, l'algorithme ne va jamais les rajouter ici. Un algorithme ou une tierce personne ne va jamais pouvoir modifier un profil vérifié par l'auteur. L'auteur est la seule personne, jusqu'à présent, qui puisse modifier son profil. Donc, s'il y a une nouvelle publication qui rentre dans Web of Science, indexée depuis la revue, quelque chose de récent, cette nouvelle publication ne va pas rentrer dans son profil. Elle va toujours atterrir dans un profil séparé. Et c'est pour ça que je fais toujours des requêtes par nom, parce que ça me permet de voir si j'ai manqué des choses. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire toujours une requête par nom. Je vous rappelle par où on commence ici. Name search plutôt que identifiant. Si je fais une recherche par identifiant, je vais toujours voir un profil et me dire c'est génial, j'ai un profil, il est propre, tout va bien. Alors que si je fais une recherche par nom, eh bien là, je vois pour Youssef ces deux profils et je me dis ah mince, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Voyons voir ce que nous avons dans ce deuxième profil. Je ne suis pas Youssef, donc je ne peux pas vraiment savoir ce qui est à lui, ce qui n'est pas à lui. Néanmoins, imaginons que parmi ces 34 documents, il y en a un, deux, trois, peu importe. Il y en a au moins un qui m'appartient. Comment est-ce que je vais pouvoir rajouter ce document à mon autre profil, mon profil vérifié? Eh bien, pour ce faire, je vais vérifier d'abord que je suis identifié ici comme Youssef. Sinon, ça va aller dans mon profil Anne, donc ça n'a pas vraiment de sens. Donc, je dois m'identifier toujours. Je vais cliquer sur Claim Record. J'atterris sur une page intermédiaire. J'attends un petit peu.
qui va me demander, je te propose 34 documents, il faut que tu me dises quels sont ceux que tu veux ajouter à ton profil et ceux que tu ne veux pas ajouter à ton profil. Donc voilà, j'atterris sur cette page de 34 documents. Imaginons que le premier et le deuxième sont à moi. Je les sélectionne. Quand je les ai sélectionnés, j'ai un message en bas. J'ai écrit 2 de ces publications et je n'ai pas écrit les 32 autres. Et donc ces 2 publications, je veux les ajouter à mon profil vérifié avec le petit signal vert. Donc voilà comment procéder. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas le faire parce que si je fais ça avec mon profil Anne Delgado, ils vont atterrir dans mon profil Anne Delgado. Et donc, ce n'est absolument pas ce que je veux. Donc ça, c'est pour le propre auteur. Le propre auteur va procéder de cette manière-là. Donc c'est pour ça que je vous recommande toujours de faire une requête par nom, voir les autres profils qui apparaissent, les ouvrir et aller réclamer ce qui est à vous pour pouvoir l'ajouter à ce profil-là. Donc c'est pas quelque chose qui est intuitif et c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Donc là, je viens de vous l'expliquer et je vais insister à nouveau sur 2 choses. Alors quand on est dans cette page-là avec différents profils, beaucoup de personnes se disent: «Ah, c'est facile, j'ai ici un bouton qui me dit je vais les fusionner tous les 2 et hop, c'est fait». Et en fait, vous ne pouvez jamais fusionner un profil vérifié avec un profil algorithmique. C'est totalement interdit et c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est normal que ça ne soit pas activé. Vous ne pouvez pas fusionner ces 2 profils de cette manière. C'est impossible. La seule option qui s'offre à vous, c'est celle que je viens de vous montrer, ouvrir ce profil, le réclamer. Imaginons que Youssef soit l'auteur de ces 34 documents. Imaginons ceci. Il ouvre celui-ci. Il le réclame. Il sélectionne les 34 documents et il clique sur Submit. Que va-t-il se passer une fois qu'il clique sur Submit? Dans quelques jours, les 34 documents vont atterrir dans ce profil et celui-ci va disparaître. Ça correspond à ce qu'on veut, à une fusion. C'est comme ça qu'on va travailler. Mais avant de le faire, il faut toujours avoir fait un sign-in de manière à ce que Web of Science sache où dois-je envoyer ces 34 documents. Si je suis avec Anne Delgado, il va les envoyer à Anne Delgado. Si je suis anonyme, il ne va pas savoir où les envoyer. Il va me créer un profil doublon. Donc je dois absolument être identifié ici comme Youssef pour pouvoir faire cette fusion. Et c'est ce que j'explique dans mon matériel pas à pas. D'abord, donc premièrement, vous n'allez pas pouvoir fusionner de cette manière-là. La première chose que vous devez faire, c'est faire un sign-in, vous identifier et vérifier que dans votre page de bienvenue, page de départ de Web of Science, vous avez ce message-là. Donc vous avez votre nom et vous avez ce message. Bienvenue Anne, voici ton profil. À partir du moment où je suis identifiée, tout ce que je vais réclamer, je sais où ça va atterrir dans ce profil-là et pas ailleurs. Donc très important, faire l'identification. Et après, ce sont les pas que je vous ai décrits. Claim my record, sélection et submit. Donc ça, c'est vraiment ma méthode préférée parce qu'elle me permet vraiment de faire un bon ratissage et de ne rien oublier. Si je vais document par document, je peux oublier des choses. Donc, méthode numéro 2, ma méthode préférée. Il y en a une troisième. Et celle-là, elle est pratique également si je suis en train de faire autre chose. Ah tiens, j'ai un nouveau paper qui vient d'atterrir dans Web of Science. J'ai également la possibilité de l'ajouter directement à mon profil. Alors, on va imaginer quelque chose. Je vais vous montrer où est-ce que ça apparaît. Je vais rouvrir le profil de Youssef. Je vais ouvrir un document. Voilà. Alors, où est-ce qu'on voit les identifiants de chaque document? Si vous avez une liste d'identifiants, le DOI, il apparaît ici, si vous voulez faire une liste de DOI. Voilà, ici. Le Web of Science Accession Number, je pense que j'ai déjà expliqué, c'est l'identifiant unique de ce document dans Web of Science. Il est un petit peu caché ici. Accession Number Web of Science, copier-coller.
Et il est beaucoup plus visible ici dans l'URL. Donc après la dernière barre, vous avez également cet identifiant qu'on appelle Web of Science Accession Number. C'est l'équivalent d'un DOI. Un DOI, c'est Digital Object Identifier. C'est un identifiant Internet, un identifiant universel, alors que l'Accession Number, c'est l'identifiant de Web of Science. Et pour PubMed, ce sont d'autres identifiants. Donc vous pouvez recueillir l'identifiant et l'ajouter comme on a vu avant par l'identifiant, ou bien, beaucoup plus simple, derrière les options d'exportation, vous pouvez, quand vous avez uniquement un document, cliquer sur Add to my researcher profile. Et hop, en un tour de main, ce document va être ajouté à votre profil si vous êtes identifié. Attention, vous devez être une personne identifiable. Si vous êtes anonyme, vous travaillez de manière anonyme, Web of Science ne saura pas où envoyer ce document et il va vous créer un profil nouveau et c'est pour ça que nous avons beaucoup de doublons. Les personnes euh, sont un petit peu ont oublié de faire ce pas, un petit peu distraites et réclament avant de s'être identifiées et donc Web of Science ne sait pas qui vous êtes en fait, il ne sait pas. Et donc, il ne sait pas où l'envoyer. Donc, vérifiez toujours, identifiez-vous. Et à partir de ce moment-là, en faisant Add to my researcher profile, vous allez avoir ce document qui va apparaître dans votre profil. Donc, voilà comment ça marche. C'est les trois méthodes que je voulais vous présenter. Donc, la dernière, c'est document par document. Et les autres, c'est par groupement de documents. Donc, je vais rouvrir mon profil. Voilà. Et ces options, vous pouvez également les voir si vous cliquez sur le plus de Manage. Et là, en fait, cette partie-là, elle est très utile si vous vous êtes trompé. Ça arrive qu'on se trompe. Et on a l'option, si on s'est trompé et qu'on a rajouté quelque chose de faux dans notre profil, de l'enlever en cliquant sur Delete. Donc on va à Manage et Delete et on a également Add Publications ici. Donc ça, c'est celle que j'ai dans mon profil. J'atterris à une page de gestion et si je veux en rajouter, je clique ici et on revient aux options que je vous ai montrées. Et si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est faux, je me suis trompée, je vais pouvoir le retirer ici grâce à ce bouton. Je vous remontre comment est-ce que j'ai atterri ici. Quand je suis dans mon profil, j'ai ici le bouton Manage et donc j'atterris dans cette ère. Alors ça, c'est pour les publications. Je vais aller beaucoup plus vite pour ce qui est les révisions par des pairs et parce que c'est également possible, et d'autres types de contributions à la science, travail d'éditeur et autres. Donc on a des aires également pour ces choses-là, surtout qu'on a un onglet ici, Peer Reviews, moi j'en ai pas. Donc je vais vous le montrer grâce à mon matériel pour gagner un petit peu de temps. Dans mon matériel, je vous remontre ici le lien d'avant, additionner et enlever des publications de mon profil, un lien très utile qui résume tout ce que je vous ai expliqué. Alors, révision par des pairs. Vous avez également ici, si vous cliquez sur Add juste à côté, vous atterrissez sur une page différente avec différents onglets. Euh, je pense que la meilleure manière pour vous, c'est, je vous laisse ici le lien à un article qui vous explique comment faire ce type de gestion. Vous voyez ici, ça ressemble un petit peu, vous avez des DOI, des identifiants. Là, il y a également une vérification qui a lieu par les propres revues. Euh, donc, je vous laisse dans mon matériel cet article qui explique exactement comment gérer vos révisions par des pairs dans votre profil. Et dans ce cas, bah, les ajouter en fait plutôt. Là, c'est pour du funding, c'est un peu plus compliqué. Je préfère passer directement parce que ça, c'est plus commun. Si vous avez fait, vous êtes éditeur ou vous faites partie d'une équipe éditoriale, vous avez également la possibilité de l'indiquer dans votre profil à côté de Editor Records. Donc, c'est plus simple de ce côté-là. Donc, en fait, il suffit de suivre les différents pas. Alors, au-delà de ce que peut faire un chercheur, la création et la mise à jour de son profil, une mise à jour qui va devoir être faite régulièrement, c'est sans fin ce travail, puisque vous publiez de manière continue, je suppose. Donc, constamment, vous allez devoir rajouter vos, euh,
nouvelle publication à Web of Science, quoique j'en profite pour vous annoncer que fin mars, si tout va bien, ça va changer. Il y aura la possibilité d'avoir une actualisation automatique. Et nous ferons des webinaires quand nous aurons cette nouvelle fonctionnalité. Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. Qu'en est-il des tierces personnes? Est-ce qu'une tierce personne peut demander des modifications? Alors là, c'est quelque chose que j'ai expliqué au mois de septembre, donc je ne vais pas le répéter. Très succinctement, euh, une tierce personne ne va jamais pouvoir modifier un profil vérifié par un auteur. Il n'y a que l'auteur qui puisse le changer. Cette personne peut néanmoins, à travers cet email, l'email d'assistance technique de Web of Science, demander une correction ou une modification, surtout si la personne n'a pas le temps. Donc elle envoie cette demande de correction, nous allons la vérifier et nous allons procéder, puisqu'en général ce sont des personnes bien intentionnées, nous allons quand même toujours vérifier avant de faire des bêtises. En ce qui concerne les profils non vérifiés, oui, une tierce personne peut demander des corrections directement dans la plateforme en suivant les différents pas que je décris ici. Et à ce moment-là, un profil qui n'aura jamais été touché par l'auteur et uniquement par une tierce personne, un administrateur, une bibliothèque, il apparaîtra avec un signal différent, un signal violet qui indique que ce n'est plus le fruit d'un algorithme de l'intelligence artificielle, quelqu'un a demandé des corrections dans ce registre d'auteur. Et comme ça nous permet de faire la distinction. Si vous êtes administrateur, il y a quelque chose de nouveau que je voulais vous montrer, de très récent, et nous aimerions avoir votre avis à ce sujet. Alors, je reviens à la requête initiale des chercheurs. Je recommence depuis le début. C'est la troisième option, chercher par organisation, qui vous permet de chercher les profils avec une certaine affiliation et vous pouvez choisir ici un intervalle de temps. Toutes les publications, donc ça correspond à toutes les années depuis 2008, les 5 dernières années ou les plus récentes. Les chercheurs bougent d'une institution à l'autre. Donc c'est à vous de voir quelle période, quel intervalle d'années vous voulez. Je vais mettre les plus récentes. Et là, j'ai choisi comme exemple l'université de Meknes. Quand je procède de cette manière, j'atterris sur également une page intermédiaire. Et là, moi, je m'arrête parce que je ne sais pas trop comment, si ce que je vois correspond à la réalité de cette université. Et c'est pour cette raison que je vous le montre. Si vous êtes un administrateur, que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité et des filtres que vous avez du côté gauche? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous avez suffisamment avec ça? Ou est-ce que vous auriez besoin de quelque chose de plus? Donc, envoyez-nous votre feedback à travers, alors il y a à travers ce bouton ou bien également, alors attendez, je crois que j'avais vu quelque chose ici, organization name. Non, il n'apparaît pas. Donc, envoyez-nous votre feedback à travers ce bouton-là, suggest a feature ou autre chose. Ou bien vous pouvez me l'envoyer à moi aussi. Directement. Donc ça, c'est nouveau et c'est plus pour le personnel administratif des universités. Et c'est tout nouveau, donc vraiment, on attend de voir un petit peu de votre côté comment est-ce que vous voyez ceci. Je voulais également ajouter pour le personnel administratif que nous avons une nouvelle API qui s'appelle Researcher API, qui fonctionne avec Web of Science, qui va vous permettre de faire une exportation massive de tous les profils correspondant par exemple à une institution. C'est une des requêtes que vous pouvez faire. Mais il y en a d'autres. Cette API, elle est très récente, elle a quelques mois uniquement, donc elle n'est pas comprise dans l'abonnement actuel.
Ça vaut la peine de quand même s'informer. Donc si ça vous intéresse, il faudrait, se mettre en contact avec, notre, account manager pour voir quel serait le coût d'une telle API si vous en avez besoin. Donc juste pour que vous sachiez que ça existe, que c'est très récent, ça a été inventé il y a quelques mois et que malheureusement ça n'est pas encore dans votre abonnement. Donc, mais si vous voulez de l'information, nous allons vous la procurer sans aucun problème. Nous arrivons au bout de cette formation. Il y a deux nouvelles choses qui sont en relation avec la création des profils. Celle qui nous, l'avant-dernière, ce sont les alertes. Et c'est quelque chose qu'on nous demandait depuis très longtemps et que je trouve de vraiment très très pratique. En plus, vous n'avez absolument rien à faire. Ça a été mis, euh, ça a été activé automatiquement avec la création de ces profils. Quand vous avez un profil vérifié, vous allez recevoir des notifications à chaque fois que vous recevez des nouvelles citations. Et vous n'avez rien à faire, c'est automatique. Chaque mois, vous recevez ce genre d'email qui s'appelle Greetings, your work has been cited. En fait, Web of Science regarde les publications qui sont dans votre profil et si l'une de ces publications a reçu une nouvelle citation euh, dans la dernière période, eh bien, vous allez recevoir dans votre boîte email automatiquement ce genre de notification. Et vous allez voir le. Donc ça, c'est une capture d'écran de mon email que j'avais reçu. Vous avez reçu une nouvelle publication, une nouvelle citation sur votre travail. Voilà le document citant. Et il cite le tel document, donc c'est pas à moi, ça c'est à quelqu'un d'autre, puisque j'ai fait un screenshot, et voilà le document qui a été cité. Et tout ça, ce sont des liens. Donc c'est quelque chose qui maintenant fonctionne de manière automatique, et vous avez la possibilité non seulement d'avoir cette alerte pour votre propre profil, mais vous allez pouvoir créer des alertes similaires pour n'importe quel profil de quelque chercheur que ce soit. Je vous montre comment ça marche. Alors, je reviens au profil de Youssef. Ah, il faut que je le rouvre. Alors ici, je vais peut-être revenir en arrière. Non, Add Publications. Je crois que je l'ai perdu. Alors, je vais l'ouvrir. View Profile. Allez. Voilà. Alors, imaginons que moi, Anne, il faut que je sois identifiée, veuille faire un suivi des nouvelles publications qui rentrent dans ce profil et également des nouvelles citations. J'ai maintenant à droite une petite cloche, créer une alerte. Et je peux créer une alerte de publication et une alerte de citation. Je vais créer les deux aujourd'hui. Create. Voilà, c'est fait. Et dans mes alertes, je vais voir cette nouvelle. Donc, je vais à alerte d'auteur, c'est tout nouveau. Et vous voyez que maintenant, il y a trois, même plus, quatre personnes que je suis en train de suivre. Voilà celle que je viens de créer. Je vais ouvrir l'onglet. J'ai décidé que je voulais savoir à chaque fois que Youssef allait rajouter une nouvelle publication dans son profil, Publication Alert. Et j'ai décidé qu'à chaque fois qu'une de ces publications, alors il faut que je rouvre, à chaque fois qu'une de ces publications recevait une nouvelle citation, j'allais également recevoir une notification dans ma boîte mail. Et ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel profil, des profils réclamés et des profils non réclamés également, les deux types de profils. Les notifications de publication sont tous les mois et les notifications de citation toutes les semaines. Donc voilà ce que je viens de faire pour une tierce personne. Quant à l'autre, pour mon profil, elle est automatique et on va voir maintenant où est-ce qu'elle a été activée et où est-ce que je peux la désactiver si je le souhaite. Mais avant, je voulais résumer euh, tous les avantages de ces profils de chercheurs.
la création et également la mise à jour. De cette manière, vous allez être visible et c'est important d'être visible au sein d'une institution, au sein d'un pays et également euh, dans une discipline concrète. Vous avez vu à quel point il était facile de trouver des experts dans une matière déterminée. Vous allez pouvoir recevoir des alertes de citation, par exemple, et savoir d'où elles proviennent. Ça peut vous donner des idées de futures collaborations et éviter de perdre du temps également, puisque tout ça, c'est automatique. Et en mettant un maximum de choses dans votre profil, non seulement des publications, mais des révisions par des pairs ou des collaborations éditoriales, on a une vision la plus ample possible de tout ce que vous faites dans le cadre de votre recherche et pas uniquement les publications. Faire de la recherche, ce n'est pas uniquement publier, c'est faire 1000 autres choses qui ont tout autant de valeur et c'est ce que nous voulons rendre visible dans Web of Science. Et c'est pour ça que nous sommes en train de développer constamment ces profils. En ce qui vous concerne, pour la configuration, est-ce que vous voulez voir apparaître et les notifications que vous voulez recevoir, je vous montre où est-ce que ça a lieu, où est-ce que vous pouvez les configurer. Alors maintenant, je reviens à ma page initiale. Alors, pour ce que vous voyez dans votre page de départ, dans mon cas, j'ai choisi d'avoir tout. Il y a un onglet Researcher Metrics qui peut apparaître si vous le désirez, avec les actions les plus fréquentes, additionner des publications, des révisions par des pairs, avoir la possibilité d'exporter mon CV, ça c'est nouveau. Vous pouvez choisir un intervalle de temps, vous pouvez choisir un format et ensuite l'information que vous allez vouloir exporter en PDF par exemple pour une exportation rapide et pouvoir envoyer rapidement votre CV pour une candidature ou un concours ou autre. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous choisissez ici ce que vous voulez inclure dans ce CV. Pour ça, bien entendu, il faut qu'il soit à jour. Donc c'est pour ça qu'il faut constamment travailler là-dessus. Donc voilà, les options, intervalle de temps et ensuite les informations. Ce CV peut arriver dans votre email, l'email qui est associé à votre compte, ou bien vous pouvez le faire arriver à un autre de vos emails, par exemple un Gmail ou autre, mais vous avez ici cette option ou bien le télécharger sur votre ordinateur. Je reviens en arrière. Et là, c'est un lien vers Web of Science Academy, quelque chose que j'ai recommandé. C'est une page publique et totalement gratuite avec des formations qui sont très centrées sur l'apprentissage, apprendre à faire une révision par des pairs. C'est quelque chose qu'on va vous demander quand vous commencez à acquérir un peu d'expérience. Nous avons besoin constamment de personnes pour faire ces révisions. C'est vraiment un critère de qualité de ce qui est publié. Et derrière cette page-là, vous avez des formations gratuites. Pour pouvoir y accéder, il faut malheureusement recréer un compte. Votre compte Web of Science ne fonctionnera pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le même email, le même mot de passe et j'ai créé mon compte. Et à partir de là, j'ai accès à ces formations gratuites. Ce ne sont pas des formations sur la plateforme Web of Science. Ce sont vraiment des formations faites par nous, mais qui n'ont rien à voir avec l'outil, qui ont plutôt à voir avec le travail de révision par des pairs. Donc ici, vous avez le lien. Et si vous voulez que votre page initiale soit un peu moins encombrée et qu'il y ait moins de choses, vous avez la possibilité, derrière votre nom et Settings, de décider ce qui va apparaître dans votre page initiale, Homepage Settings. Vous voyez ici, j'ai tout. J'ai mes requêtes les plus récentes, mes alertes les plus récentes, mes métriques et mes recommandations. Imaginons que je ne veuille plus de recommandations. Je le désactive, ça n'apparaîtra plus. Et imaginons que je veuille mes métriques tout en haut. Je le bouge grâce aux flèches et je le mets tout en haut. Ou bien je veux mes recherches, je le bouge et je mets mes recherches. Donc vraiment, je peux décider dans quel ordre les choses apparaissent ou n'apparaissent pas dans ma page de départ. View Homepage, Save d'abord, pardon. Et à partir de là, les changements sont exécutés. Quant aux communications,
Alors c'est là que il y a eu des choses qui ont été faites automatiquement et c'est à vous de désactiver si vous ne voulez plus recevoir ces notifications. Celle dont je viens de parler juste avant, envoyez-moi un email quand mes publications de Web of Science Core Collection ont été citées. Nous l'avons activé automatiquement et c'est pour ça que certains d'entre vous ont commencé à recevoir ces notifications qui sont différentes. Avant, nous ne pouvions uniquement envoyer que des notifications document par document. Nous pouvions créer des alertes de citation. Là, c'est beaucoup plus puissant. C'est pas document par document, c'est pour toutes les publications de votre profil. Donc moi, je l'ai activée, mais je peux la désactiver si je le souhaite. C'est très facile à faire. Donc tout ceci, c'est dans derrière votre compte, vous avez Settings, c'est-à-dire configuration. Voilà pour aujourd'hui. Voilà tout ce que je voulais vous dire au sujet des profils. Donc on a terminé avec ça. Voilà, homepage, c'est ce que je viens de vous montrer. Et maintenant, nous allons avoir 30 minutes supplémentaires pour vos questions. Donc c'est le moment de réouvrir le chat et de commencer à écrire.